céder la parole. Marie-Aude, nous sommes très heureux de t'accueillir aujourd'hui à Lire et Faire Lire, compagnonne de route de Lire et Faire Lire depuis des années. Tu as rencontré les bénévoles de Lire et Faire Lire dans toutes les régions et beaucoup d'entre eux lisent tes livres. Donc nous sommes très heureux de t'accueillir aujourd'hui en tant que grand témoin de cette journée. Tu as entendu les témoignages d'expérience qui ont été livrés à l'instant. On t'invite à t'installer avec Martine Burgos qui a conduit les travaux ce matin. Et puis, tu nous livres tes impressions. C'est une conversation que nous allons avoir avec toi. Martine va échanger. Puis, on a un peu le temps, on donnera la parole à la salle pour que vous puissiez échanger entre vous. Je vous propose de vous installer, vous serez mieux. Oui, tout de suite, je reste debout pour vous saluer. Mon mari vient de se pencher vers moi en me faisant des gens de qualité et tout ça. Voilà, parce que le mot bénévole, ça renvoie parfois à la dame d'œuvre, à la réunion Tupperware. Et depuis que je suis là, en tant que témoin, puisqu'on me demande de témoigner, je vous regarde, je vous écoute, et j'arrive à la même conclusion, des gens de compétence, des gens de qualité. Voilà. Le mot bénévole m'a fait réfléchir tout le temps que je vous écoutais. Il y a bonne volonté dedans, il y a bienveillance. Et ça m'a fait penser à ma fille, qui, de retour de colonie de vacances, c'était la première fois qu'elle faisait une colonie de vacances, et elle avait l'impression de n'avoir aucune compétence, aucune légitimité, n'ayant pas de formation. Comme elle m'a dit, elle a déprimé sévère les 2 premiers jours, jusqu'à ce qu'elle se mette véritablement à dialoguer avec les enfants et qu'elle soit émerveillée par eux. Et quand elle est revenue, elle m'a dit, je crois qu'il y a quelque chose sur quoi je vais travailler, c'est la bienveillance. J'ai beaucoup aimé. Il se trouve qu'elle est partie il y a quelques jours. Et savez-vous ce qu'elle est allée faire? Lectrice de français. Ça ne s'invente pas. À Oxford. C'est bien le mot qu'on donne, hein, lectrice. Donc j'espère qu'elle va aller là-bas exercer toute sa bienveillance. Donc vous êtes des gens de qualité, de compétence, de bonne volonté, de bienveillance. Ça se sent dans ma voix parce que je suis émue. Et ça se voyait. Il y a une épaisseur dans les gens. Et elle se sent et elle s'entend. Et dans les témoignages, dans les quelques phrases que j'ai entendues, il y avait cette épaisseur humaine. Rien que la façon dont les enfants s'allongent sur vous, on sait si vous êtes bienveillant ou pas. Un travail de fourmi, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Sauf que les fourmis sont très nombreuses maintenant. Et il faut croire que votre plaisir à faire ce que vous faites est communicatif. Donc l'association va continuer à grossir, je pense. Vous allez mailler la France. J'y crois. D'autant plus que vous êtes indispensable. Ce que vous apportez, personne ne va le faire à votre place. Mais vous pouvez l'apprendre aux autres. Vous êtes communicatif. Donc je pense qu'il y avait marqué bénévole, il y avait le mot partage. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important dans ce que vous faites. Vous partagez. Vous partagez ce que vous avez appris, vous partagez les livres, vous partagez votre plaisir. Mais je pense que vous avez un retour sur investissement. Hein. Autrement, vous n'y retourneriez pas. Donc, ils l'ont un petit peu avoué, là, dans les petits films, il y a un bonheur à être avec les enfants. Il suffisait de regarder les quelques gros plans de petits pour avoir envie d'y être. Je pense qu'un enfant qui écoute un livre, ça ressemble à rien d'autre. Il y a cette ouverture des yeux et parfois de la bouche et du cœur et du corps qui est irremplaçable. Il faut avoir vécu cette expérience-là du groupe d'enfants qui vous écoutent. Alors bien sûr, il y en a parfois un qui fait un peu du foin, il y en a un qui s'éloigne, etc. C'est pas forcément celui qui écoute le moins. Hein.
Et puis il y a aussi, comme cette maîtresse qui était un petit peu déçue, puis qui m'a dit, bah oui, mais là, il s'endort toujours, celui-là. Je lui dis, mais tu lui donnes quelque chose d'irremplaçable, il ne s'est encore jamais endormi. En entendant la voix de quelqu'un qui raconte une histoire, c'était un enfant d'une famille fracassée, et bien évidemment, il n'avait jamais eu ce plaisir-là de s'endormir tout doucement. J'adore ça, moi, qu'on me fasse la lecture à voix haute pendant que je commence un petit peu à roupiller, puis tu reviens, puis tu te rendors. Mon Dieu, que c'est bon. Alors ça, vous pouvez... C'est vrai que cet enfant-là, il le vivait sûrement pour la première fois. Et vous imaginez pas le nombre de premières fois que vous donnez aux enfants. Voilà, j'avais envie de vous dire tout ça debout pour saluer ce que vous faites. Marie-Aude, je suis un peu gênée de prendre la parole après ce moment. Je pense que c'est une émotion qu'on a tous partagée. C'est vrai que les deux petits films que nous avons vus étaient particulièrement efficaces dans la production d'émerveillement et de plaisir. Et effectivement, ça donne envie aussi de vous rejoindre au plus vite et de faire avec la même générosité et la même joie ce qui a été présenté. Pendant tout le temps, très souvent quand on écoute, même très très attentivement, on a en arrière-plan de sa tête d'autres idées qui vous viennent. Il y en avait une qui me venait en permanence, c'était quand dans quelques semaines je serai à mon tour retraitée, qu'est-ce que je pourrais bien faire dans le Lot ? Alors voilà, donc si dans la salle quelqu'un connaît le réseau de Lire et Faire Lire dans le Lot, alors je suis preneuse. Voilà. Pardon ? Absolument. Et j'ai eu beaucoup d'idées qui m'ont été offertes. Alors, ce qui m'a beaucoup frappée aussi, outre cette générosité, cette compétence, c'est, je dirais, le fait qu'en dépit de toutes les contraintes administratives liées, et les sigles sont absolument épouvantables. Je veux dire, vous ne donnez absolument pas l'impression d'être impressionné par ça. Bon, il faut bien passer par là parce qu'il faut du pognon pour financer les formations, pour aider les bénévoles à circuler, à se déplacer, trouver des moyens d'acheter des livres, etc. Donc la dimension matérielle, financière est évidemment incontournable. Et on s'adresse à qui on peut et avec un désir d'efficacité. Mais, et là, je pense que c'est vraiment lié au fait qu'on est des seniors et donc, au fond, on est libéré d'une certaine contrainte. On a une sorte de liberté qu'on n'a pas quand on est plus jeune, salarié, avec des contraintes, etc. Et donc, ça nous donne une force bien plus grande pour affronter le monde encore enfermé dans les contraintes, dans le besoin d'efficacité et le calcul. Et moi, quand j'ai entendu les personnes témoigner, je trouvais que justement le fait d'être si peu impressionné par toute cette machine, que ce soit la machine de l'éducation nationale, que ce soit la machine des instances territoriales, etc., était le fait justement de cette classe d'âge qui peut, parce qu'elle a eu des expériences de vie, relativiser beaucoup les choses, avoir un rapport au pouvoir beaucoup plus détendu et en cela, j'ai vraiment envie de vous rejoindre. Donc, je voudrais savoir si Marie-Aude, qui me semble être une personnalité avec une dimension comme ça, peut-être un peu rebelle,
vous avez ressenti aussi ce... Rebelle, j'en sais rien, mais moi j'ai senti du réalisme en fait Oui, chez ces gens, réalisme chiffré, les pieds bien sur terre, avec un certain détachement humoristique, quoi. C'est bien. Ne pas se laisser impressionner par l'instance qui pourrait vous lâcher quelques picaillons. Voilà, ils le sentent en face, quoi. On est des grandes personnes quand même. Voilà, moi je dis assez fréquemment, alors c'est pas très très bien élevé, mais j'utilise une phrase que j'ai trouvée dans L'Arme fatale. C'est le black qui est pas loin de prendre sa retraite et qui fait à l'autre: j'ai passé l'âge de ces conneries. Voyez-vous? Et alors ça, assez régulièrement, parce qu'en fait j'ai votre âge, enfin bon, j'ai 60 ans, voilà, assez régulièrement, c'est la phrase qui me vient à l'esprit. Quand voilà, on essaye effectivement de me minoriser ou de mettre dans une petite case ou de me dire de fermer ma gueule. J'ai passé l'âge de ces conneries. Donc voilà, nous sommes des gens libres de parole. Voilà. Donc oui, j'ai senti une certaine tranquillité là. Et moi, je pense que cette tranquillité-là, c'est une des choses les plus importantes que peuvent transmettre les bénévoles de Lire et Faire Lire à des enfants, voire à des adolescents d'ailleurs. C'est-à-dire tous ceux qui sont en quête de repères, en quête de références, qui, surtout dans un monde dont on a évoqué les difficultés. Et je pense que c'est pas le fait d'avoir les cheveux blancs, de ressembler aux grands-pères, aux grands-mères des livres d'images, mais c'est le fait d'avoir intérieurement un rapport peut-être apaisé au monde qui est un des facteurs du plaisir que les bénévoles de Lire et Faire Lire peuvent apporter aux Alors j'ai vu que enfants. vous étiez beaucoup dans la petite enfance en fait, et donc chez les plus jeunes. En fait, vous seriez vraiment très bienvenus chez les plus vieux. Ils vous attendent. Le problème étant que bon, vous allez avoir du mal à franchir les portes parce qu'il y a de l'autre côté une certaine résistance. Hein. Il y a un bastion qui est assez difficile à investir. Moi, j'ai cette carte d'être écrivain pour la jeunesse et d'écrire beaucoup justement pour les ados. Donc en fait, je suis beaucoup plus souvent chez les ados que chez les petits. Encore que vous m'ayez donné envie de recommencer à écrire un peu plus pour les petits, parce que c'est vrai que c'est irremplaçable, cette écoute-là. Mais bon, je suis quand même beaucoup chez les ados. Alors la question, effectivement, ma question, c'est un écrivain jeunesse, est-ce qu'il a le droit de vieillir, quoi? Est-ce qu'au fur et à mesure, parce que moi, en face de moi, ils ont toujours 13 ans, ils ont toujours 15 ans, ils sont toujours pleins de vitalité, ils sont, voilà, plein de demandes et tout. Puis moi, bon, est-ce que je vais commencer à me tasser, à ressembler à la dame que tu viens de décrire et tout? Et je me dis, est-ce que, voilà, ils sont là, est-ce que moi, je suis pas sur un bateau qui est en train de s'éloigner du quai, et on se fait des signes, on se voit de moins en moins, etc. Bon, régulièrement, je vais quand même... J'y vais pour voir, voilà. Donc là, ça fait 2 ans que j'écris plus pour eux, parce que je travaille sur ma mémoire, donc sur ma propre histoire, donc je n'écris pas pour eux, en premier chef, disons, et ça faisait 2 mois et demi que je ne les avais pas rencontrés. Puis là, on vient de m'inviter, donc je les ai retrouvés, effectivement, puis c'était pas très facile, parce que c'était en Italie. Alors, déjà, comme disait le professeur de français, plus ça va, moins on parle la même langue, mais en plus, là, c'était vrai, parce que, effectivement, ils parlaient italien. Donc, je me suis retrouvée, on m'en a mis 80. Voilà, 80 jeunes Italiens à Padoue. Voilà. Et j'avais une interprète, donc une petite difficulté de plus, et des jeunes gens de 15 ans. Et en fait, très rapidement, je leur ai dit ce que je faisais, ce travail sur la mémoire, et je leur ai parlé de la jeune fille que j'avais été, dont j'ai retrouvé le journal intime. Et je leur ai cité ce journal intime, et à la fin, ils m'ont apporté leur agenda et ils m'ont demandé de recopier des phrases. Ils avaient choisi la phrase qu'ils voulaient de la jeune fille. Donc, vous avez à témoigner, vous avez à raconter, vous avez à dire tout ce que vous avez vécu, ça les intéresse. Et puis, vous avez à leur dire une chose que j'oublie jamais de leur dire, c'est qu'ils ont de la valeur, c'est que le monde les attend, et c'est que vous les aimez. C'est extraordinaire, mais ça, ils ne l'entendent pas. Donc, lire et faire lire au collège.
bon, vous intervenez dans les établissements scolaires, auprès des petits, à la demande des enseignants, j'imagine, la plupart du temps. Mais évidemment, ce sont des interventions, je dirais, ponctuelles. Vous intervenez une fois, bon, et j'imagine aussi que la rencontre avec les jeunes est d'autant plus réussie qu'elle a été préparée en amont par l'enseignant. Bon, il a été fait allusion tout à l'heure à l'intervention justement des bénévoles de Lire et Faire Lire pour la préparation des rencontres avec les auteurs. Mais évidemment, la grande différence entre votre type d'intervention et ce qui se passe à Lire et Faire Lire, c'est que Lire et Faire Lire, ça s'inscrit dans la durée, c'est 10 ans dans le même établissement avec les enfants qu'on suit, etc. Et est-ce que ça vous est arrivé de revenir, d'aller à plusieurs reprises dans le même établissement, rencontrer des enfants que vous auriez déjà rencontrés ou jamais? Si, ça m'arrive, mais oui, il y a des gens qui me font revenir et je reviens volontiers sur le lieu des crimes, mais surtout j'ai travaillé pendant 3 ans avec une institutrice, enfin même plus que ça, 4-5 ans, avec une institutrice de cours préparatoires. Donc j'ai bien aimé d'ailleurs la phrase de cette dame qui disait son émerveillement de la transformation de l'enfant sur une année, dans la petite enfance. Alors s'il y a une année magique de métamorphose des enfants, c'est le cours préparatoire. Et donc ça m'a tellement saisie. Je ne suis pas un auteur de cours préparatoires parce que je crois que ce que j'écris demande un petit peu plus de compétences de lecture. Sauf bien sûr si vous faites la lecture à voix haute. Bien. Donc ce n'est pas une classe dans laquelle je vais facilement. En plus de ça, ils sont assez fatigants. J'en ressors, j'ai la voix cassée, j'ai les oreilles qui bourdonnent. Ils m'ont chanté les Lionnes de Yannick Noah, j'en peux plus. Mais bon. J'y vais, quand on m'invite de temps en temps, j'y vais quand même, parce que de temps en temps, il y a quand même une maîtresse qui sait me convaincre. Et donc, cette maîtresse-là, elle était dans ma ville, d'Orléans, donc à une sortie d'école, c'était à l'école de ma fille, elle a foncé sur moi, elle m'a dit « Vous êtes Marie-Aude Muraille ?» Oui. Et donc, elle travaillait avec 2 livres, un livre de Gianni Rodari, que vous connaissez peut-être, donc c'est La grammaire de l'imagination, et puis un autre que j'ai écrit qui s'appelle « Continue la lecture, on n'aime pas la récré ». C'est ce que des enfants m'avaient dit un jour. Le maître n'en revenait pas, il n'avait jamais entendu ça de sa vie. Des mômes qui voulaient savoir la suite et qui m'ont dit « Non, mais continue la lecture, on n'aime pas la récré ». Et donc, voilà, ça m'avait tellement plu que j'en avais fait le titre du livre. Et cette maîtresse m'a convaincue de venir dans sa classe parce qu'elle travaillait sur le livre de façon qui me paraissait très performante. Voilà, donc je suis allée dans cette classe. Et j'ai suivi cette maîtresse, je pense que c'est 5 ans. Alors, non seulement j'allais dans sa classe, mais très souvent, à sortie d'école, elle venait chez moi et on faisait du débriefing de classe. Donc, notre pari, c'était que tous les enfants de sa classe allaient devenir des fétichistes du livre. Voilà. Qu'ils allaient effectivement sortir en récréation avec un livre sur le cœur, qu'ils allaient même parfois demander à rester dans la salle pour terminer le livre, qu'ils allaient gonfler la tête des parents avec « je veux un livre », ce que vous avez très bien dit tout à l'heure. Et on s'est aperçu, parce que ce cours préparatoire qui est magique peut être pour certains le moment de la grande épreuve et de la grande douleur. La première fois où on leur dit, il y en a qui l'ont déjà entendu, où on leur dit « tu ne vaux pas grand-chose ». Et le pire, c'est que c'est le livre qui le leur dit, parce qu'ils n'arrivent pas à lire. Donc ce que je voulais, c'est que tous ces enfants de cours préparatoires aient une histoire d'amour avec le livre, quelle que soit la difficulté qu'ils vont avoir dans l'apprentissage lui-même. Et donc, comment donner cette histoire d'amour? C'est en racontant des histoires, bien sûr. Donc dans une seule année, la maîtresse avait compté avec moi, elles en avaient entendu 120. 120 histoires de tous les pays du monde, 120 histoires soit classiques, soit contemporaines, avec effectivement ce merveilleux mouvement du livre qu'on retourne pour tout le monde et que chaque enfant, c'était très très joliment dit, très très joliment fait, les enfants très très vite comprennent très bien qu'un livre, ça se partage. Et donc, ils faisaient effectivement ce mouvement pour montrer aux autres. Et donc, on a emmené tous ces enfants dans les livres, quelles qu'étaient les difficultés. Et j'ai bien aimé aussi le côté un petit peu, on se met en rivalité, en compète, mais pour la bonne cause. Allez, j'ai donné des livres, au fur et à mesure, on donnait des livres, on donnait des posters, pas forcément à celui qui avait réussi le mieux, mais on disait celui qui fait des efforts, celle qui en veut, quoi.
Bien sûr, on tenait une comptabilité très très précise pour que tout le monde arrive au même niveau au bout d'un moment et que tout le monde ait un embryon de bibliothèque à la fin de l'année. Voilà, bibliothèque dédicacée par mes soins. Donc vraiment, ces enfants-là, je les ai accompagnés pas à pas et j'ai vu la métamorphose. Vraiment, c'est Prométhée. Vraiment, ils nous volent le feu. À la fin de l'année, mais ils ne parlaient plus pareil. Et c'est dans cette classe-là que j'ai su réellement ce que c'était que mon métier. Parce qu'il y a un petit garçon qui me l'a dit. Il m'a dit, parce que la maîtresse, elle a demandé à tous les enfants de dire qu'est-ce que c'est pour vous un écrivain. Ils m'ont tous donné leur petit bout de papier à la fin de l'année avec ce que c'était qu'un écrivain. Et lui, il m'a dit, écrire, ça nous fait tellement travailler qu'on ne se rend pas compte qu'on se fait soi-même dans l'histoire. Écrire, ça donne une autre vie. Je veux dire, M. Lacan n'aurait pas trouvé mieux. Voilà. Ça vous fait tellement travailler qu'on ne se rend pas compte qu'on se fait soi-même. Je me la suis redit plusieurs fois. Je me dis, mais c'est quoi cette phrase? Ça, c'est un enfant inspiré. Et des enfants inspirés, vous en trouvez sur votre route et surtout, vous les faites naître. Donc, c'est ça que ça donne, le livre. Une inspiration, mais à tout le monde. Et bon, cette phrase est saisissante, mais ces enfants sont saisissants. Et quand ma fille est revenue de colonie en me disant qu'elle avait été émerveillée, je me suis dit, ah, voilà quelqu'un qui a vraiment écouté les enfants. Parce que c'est émerveillant. Et donc, au bout de 3 ans, on s'est retrouvé avec un enfant qui, à la fin de l'année, ne savait pas lire. Le petit garçon qui s'endormait quand on lui racontait les histoires, celui-ci n'a pas réussi. Et donc, la maîtresse a fait passer tous les enfants. Et lui, il était question de le mettre, alors ça s'appelait des clisses. Hein, donc, son père lui a dit, c'est pour les gogoles. Donc, ça aide, quoi. C'était pour les idiots, c'était pour lui. Et la maîtresse s'est dit, non, on va pas... Cet enfant était intelligent, il était même presque machiavélique. C'était le petit chef, le caïd à la récré. Hein. Et on l'avait... Tout au long de l'année, on l'avait tellement travaillé avec les histoires qu'à la fin, il lui arrivait de pleurer de sensibilité. Cet enfant avait fait un énorme progrès. Il n'empêche qu'il allait être catalogué, étiqueté. Alors la maîtresse a dit, bon, celui-là, je sais que ça se fait plus, ça va plus se faire, on va le faire redoubler. Alors tous les enfants sont partis et certains ont demandé, on ne peut pas redoubler aussi? Parce qu'en fait, ils auraient préféré rester avec la maîtresse. Donc le petit gars, il en a pris son parti en disant, alors moi je vais l'avoir 2 fois. Donc bon, c'était une manière d'accepter le redoublement. Mais on s'est dit, c'est pas possible qu'on reparte avec un échec comme ça. Ce petit garçon, à la fin de l'année, il avait commencé à comprendre ce que c'est que la syllabique, l'emboîtement de petits cubes comme au Lego. Et il avait réussi à faire pirate. Pirate. Ah, pirate. Ça lui allait bien quand même. Hein. Et donc, on s'est dit, on va repartir du mot qu'il connaît. Et tout au long de l'année, on va lui construire une histoire. Mais évidemment, ça va servir aux autres. Hein. Avec un petit garçon qui veut être pirate. Hein. On va commencer comme ça. Et donc, avec cette maîtresse, pendant toute cette année, on a fait un jeu, voilà, qu'on avait un peu initié l'année d'avant. Elle avait une boîte aux lettres dans sa classe. Et le matin, la lettre arrivait 1 fois ou 2 par semaine, on ouvrait la boîte aux lettres pour voir si le petit garçon avait écrit. Et donc, Milo a écrit. M-I-L-O, Milo, facile hein, pour la syllabique. Et donc, elle lisait la lettre. Et à partir de la lettre, on faisait un tout petit texte de lecture au tableau qui racontait ce qui était dans la lettre. Et on attendait impatiemment la lettre suivante parce qu'il y avait du suspense. J'ai donc construit une histoire sur toute l'année avec ce petit garçon qui arrivait toutes sortes d'aventures. Les dessins étaient faits par ma petite fille qui était en CM2 et l'écriture, je la faisais moi-même à la main et le timbre était timbré par un tampon du Père Noël. Je peux te dire qu'on s'est amusé. Donc, le résultat des cours, c'est qu'à la fin de l'année, tout le monde savait lire, Brian aussi, qu'on est allé voir l'inspecteur de l'académie de notre coin et pour avoir l'autorisation d'utiliser cette méthode-là l'année suivante. Parce qu'en fait, ça commençait à devenir une méthode. Et c'est ce qu'il nous a dit. Il nous a dit, c'est une méthode. On s'est regardé, c'est moi, une méthode. Ben oui, une méthode de lecture.
Et là, on a commencé à se dire, mais pourquoi on ne partagerait pas, en fait, cette méthode de lecture? Donc, c'est devenu une méthode qui s'appelle Bulle, qui est publiée chez Bordas, qui existe dans d'autres écoles, qui prône effectivement l'imaginaire, qui donne à la fin toute une bibliothèque, vous en avez parlé, donner des livres aux parents. Les premiers à faire lire, c'est eux. Donc, dans cette méthode, il y a l'embryonne bibliothèque qu'on pourrait souhaiter pour des parents à partager avec leurs enfants. Voilà. Donc, ils sont demandeurs de conseils, c'est sûr. Hein. Ils ont besoin que vous les aidiez. Parce que je ne sais pas comment ils se ressentent dans les librairies ou les bibliothèques, mais si c'est comme moi au rayon céréales de Carrefour, c'est sûr qu'ils sont perdus. Comment choisir? Alors, aidez-les un petit peu, guidez les mains. N'hésitez pas. Dites-leur ce que vous aimez. C'est comme ça qu'on transmet le mieux, en fait. On dit ce qu'on aime. Ah, alors, comme avait dit une journaliste à mon éditrice, mais alors, en somme, ce que vous publiez, c'est ce que vous aimez. Elle m'a dit, bah oui. Donc, en gros, on va rester là-dessus. Ce que vous lisez, c'est ce que vous aimez. Ce que vous conseillez, c'est ce que vous avez lu parce que vous l'aimez. Et c'est comme ça que ça va passer. Bon, ouais, je voudrais revenir 5 minutes et après, je pense que les personnes dans la salle auront envie de s'adresser à toi. Dans le premier, je crois que c'est le deuxième, le second film, il y a une image très très belle de cette magnifique mère de famille qui tient pendant la lecture 2 enfants. Bon, on suppose qu'un des enfants est le sien et l'autre, qui est un petit noir, n'est pas le sien. Bon, ça pourrait être le sien, mais on suppose que ça n'est pas le sien. Et j'ai trouvé que cette image était très belle parce que, je veux dire qu'elle ne fait pas spécialement attention aux enfants qu'elle tient. Elle écoute l'histoire et elle a l'air d'y prendre un énorme plaisir. Les enfants, sont dans ses bras, mais je veux dire comme quelque chose de naturel. C'est pas une prise de possession de l'enfant. C'est pas les bras qui se referment sur les enfants. Ce sont des bras qui s'ouvrent. Et ça m'a fait... et je pense que c'est aussi un des effets de la lecture. Bon, j'évoquais la générosité qu'on ressentait en entendant les bénévoles de Lire et Faire Lire évoquer leurs expériences. Toi, tu as parlé évidemment de la bienveillance qu'on entend dans le mot bénévole, mais ça m'a fait penser aussi, peut-être parce que tu parlais de l'Italie, à cette merveilleuse représentation. Bon, j'en parle en toute simplicité, moi qui suis totalement athée, de ces représentations de Marie de la Renaissance italienne, où on la voit avec son manteau et avec des bras, et les bras sont un refuge. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui enserre, c'est pas une protection qui s'approprie ou qui cache, mais c'est aussi très ouvert sur le pardon, sur toutes les valeurs chrétiennes, et d'autres. Et j'ai trouvé que c'était une image très très forte. Et je pense que ça a à voir avec le plaisir de la lecture. On parle de l'ouverture sur le monde, et même dans la façon dont le corps s'installe, je trouve qu'il y a une détente, et encore une fois, une générosité du corps que cette jeune femme manifestait de façon très spontanée, très simple et très évidente. Oui, j'ai fait le même arrêt sur image, effectivement, sur cette image-là. Il y avait beaucoup de choses, hein, mais il y avait cette image-là, effectivement. Moi, parfois, je le dis aux ados que c'est les enfants qui m'ont fait ouvrir les bras. Et je fais leurs gestes à eux. Et bon, j'aurais pu rester assez longtemps comme ça, sauf que j'ai eu un petit garçon, que je me suis inscrite dans une crèche parentale, que les autres enfants, je venais, comme j'avais un peu peur des petits-enfants, je venais toujours avec des munitions, et parmi ces munitions, bien sûr, des histoires. Et pour finir, quand j'arrivais, il me disait, comme pour la dame de Lire et Faire Lire, qu'est-ce que tu nous as amené? Et donc, petit à petit, effectivement, j'avais pas seulement mon fils, d'ailleurs, même des fois, mon fils, ça le gonflait, parce qu'il ne voulait pas être en compète avec les autres, et donc lui, il s'en allait peut-être, et c'était finalement les autres enfants qui venaient, et c'est vrai qu'ils s'installent sur vos genoux, et c'est vrai qu'il y en a
un ici, qu'il y en a un là, qu'il y en a un qui se met sur vos pieds et tout, et qui se rapproche, et qui se rapproche, et qui se rapproche, et qui sont là, et montrent comment c'est, etc. Et c'est vrai que petit à petit, ben voilà, ils vous écartèlent, et ils vous ouvrent, et ils vous ouvrent. Et franchement, ben moi j'ai dit que cette crèche parentale, là, j'ai souvent dit aux gens qui étaient là, c'est ma première école. En fait, j'ai vraiment appris. Moi, l'autogestion, c'est fait pour moi. Ça, c'est évident, peut-être parce que je suis une rebelle et que tout ce qui est institutionnel, ça, j'ai passé l'âge de ces conneries, mais peut-être que je ne l'ai jamais eu. Et donc, en fait, tout ce qui est associatif et autogéré, c'est mon école. Et donc là, c'est vraiment une école de partage et d'égalité surtout, et de démocratie. Donc, voilà, on est à égalité. Et voilà, ils m'ont ouvert. Alors, tu m'as parlé, là je fais ce mouvement, c'est la Vierge Marie, après on arrive au Christ. Hein. Donc c'est vrai qu'on finit par être écartelé, mais justement ce mouvement jusqu'au bout, c'est très beau. Alors c'est juste un merci, très simple, très sincère, parce que, d'abord pour tout ce que vous venez de nous dire, je pense que je me fais le porte-parole de la salle, mais pour une raison plus particulière encore, c'est que vous étiez là depuis ce matin et que ce n'est pas toujours que les grands témoins prennent la peine d'écouter les gens à qui ils viennent de témoigner. Voilà, c'était pour vous dire qu'on avait remarqué que vous étiez là, que vous nous aviez écoutés et ça nous a fait plaisir. Et